La zone aéro. Eh bien, take-off. Press 7. 8 knots. Check. Contrôle de Tango, bonsoir, de Tango 3, niveau 0, gauche et attendez. Eh bien, bonsoir, de... Oh, c'est bon, de par la temps, Air France, en 2 ans. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to Route Air Flight already 401 to London Heathrow. La zone aéro. La communauté francophone de l'aviation et des pilotes. Et bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans la zone aéro. Il est mercredi soir, 20h30, presque à 4 minutes près, mais on est là. Soyez les bienvenus dans la zone de l'aviation et des pilotes. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, évidemment. Et tout de suite, on accueille celle qu'on ne présente plus. Elle est là, c'est Cynthia. Salut Cynthia, comment est-ce que ça va? Bonsoir, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Salut Sébastien, et ça va bien, comme une rentrée, trop contente de recommencer et de repartir pour une nouvelle saison. C'est ta première depuis de la première de la semaine dernière, avec très bonne émission, avec notre ami François. C'était vraiment pas mal. Hein. J'espère que l'échange vous a plu parce qu'il était assez sincère, c'était cool. Très bien. Et moi je vous dis que là on démarre bien la saison avec les invités. Ouais, c'est pas mal. Allez, on va vous saluer dans le chat évidemment, soyez les bienvenus. On a quelques nouveaux follow, New Etive qui est arrivé, et puis on va saluer évidemment toute la team, la communauté qui est là. Il y a la modération qui est là, j'ai vu Julot, j'ai vu Philémon, il y a 0K qui est là aussi. Donc coucou à vous, il y a l'éternel céleste de la zone qui est aussi connecté, bravo. Et puis il y a toi aussi Cynthia, j'ai vu que tu avais parlé dans le chat, donc c'est bien. J'ai salué un petit peu tout le monde. Il y a C'est pas du S qui est connecté, donc je pense que ça doit être les éditions du même nom, c'est ça? Est-ce qu'on a la confirmation? Ça doit être ça, ok. Donc coucou à toute l'équipe. Et bravo pour vos publications dont on se sert très régulièrement dans notre métier, je dis ça, mais je dis rien. Salut Free Flight qui est là. Oui, c'est bien nous. Bon, eh ben merci à vous d'être présents, c'est cool. Merci pour vos livres. J'ai déjà dit, copieuse. Bien. J'espère que vous êtes en forme parce que ce soir on va aborder un sujet dont on n'a pas forcément l'habitude de parler, pourtant qui existe, et heureusement qu'il existe dans l'univers, on va dire, de l'aviation. Mais avant toute chose, je vous rappelle, et on va souhaiter également la bienvenue à tous nos amis qui nous suivent sur le replay, c'est-à-dire sur YouTube. Salut les copains de YouTube. Merci à vous d'être présents aussi sur les replays de la zone aéro à J+15. Voilà, ça fait plaisir. N'hésitez pas à liker évidemment et poster vos commentaires ou même poster vos questions puisqu'on les fait suivre derrière à nos invités. Donc n'hésitez pas. C'est aussi comme ça qu'on remonte dans les algorithmes et qu'il y a quand même, il y a plus de 2000 personnes là maintenant, je crois, qui viennent régulièrement voir les émissions, donc c'est cool, mais c'est pas encore assez. On voudrait que vraiment il y ait un maximum de gens qui soient touchés pour qu'on puisse continuer de parler d'aviation, puis qu'on montre aussi derrière que c'est pas que de la pollution, comme ce qu'on entend dans beaucoup de médias. Il y a plein d'autres choses derrière, il y a des métiers, il y a de la découverte, il y a des rêves, et les rêves c'est important, surtout dans l'époque dans laquelle on vit. Donc, trêve de baratin. Je vous rappelle que si vous désirez suivre la chaîne, c'est très simple. En dessous, vous avez la petite cloche. Vous cliquez sur follow. D'ailleurs, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, c'est pareil. Vous aurez les notifications qui vous avertiront quand est-ce qu'on démarre des lives. Et à propos de live, je commence à avoir l'habitude. Hein. Je commence à avoir de l'aisance. On va vous annoncer une nouvelle émission qui va démarrer. Vous êtes peut-être intéressé à passer, pour passer le brevet de pilote. Ça vous êtes peut-être traversé l'esprit et puis vous vous dites mais ça risque d'être compliqué, je vais être tout seul. Eh ben non, vous n'êtes pas tout seul parce que vous allez pouvoir rejoindre l'équipe de la zone aéro et des instructeurs. Et voilà ce qu'on va vous proposer de manière tout à fait gratuite. On va juste vous demander un engagement moral quelque part qui passe par une petite inscription, un formulaire à remplir qui d'ailleurs va apparaître dans le chat de Twitch. Il y a une commande qui existe, c'est $GS pour Ground School, donc la salle de cours au sol, littéralement. On va vous proposer une formation
comme si c'était une vraie, parce que le contenu, ce sera un vrai contenu, de pilote privé, PPL ou LAPL, au travers de différents modules qui vont être étalés normalement du mois de novembre jusqu'au mois de juin prochain. Et en juin, on fait un petit récapitulatif tous ensemble avec les personnes qui seront inscrites. Il y aura un petit quiz en direct tous ensemble pour voir quel niveau on a et est-ce qu'on pourrait passer le théorique de pilote. C'est virtuel, mais ça peut vous donner une belle, une belle option si vous désirez plus tard passer le vrai brevet. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Pour vous inscrire, le lien, il est dans le chat. Vous cliquez, vous remplissez le formulaire. Et puis derrière, en fonction du nombre de personnes, parce que vous doutez bien, pour mettre tout ça en place, il faut qu'il y ait quand même un minimum de personnes. On a fixé la limite à 10 pour l'instant. S'il y a plus de 10 personnes ou plus qui sont intéressées pour suivre régulièrement les cours pendant les lives qu'on va vous proposer, on vous donnera le calendrier. Eh bien, on lancera l'émission, sinon ça ne vaut pas tellement le coup, donc on mettra le projet de côté, mais profitez-en et parlez-en autour de vous si vous connaissez des passionnés qui se posent la question, eh bien partagez-le et on se retrouvera tous ensemble pour ces lives pédagogiques, entre guillemets, avec toute une équipe d'intervenants et ça devrait être assez cool. Et je crois que ça sera une première d'ailleurs, sur Twitch, une formation de pilote théorique à distance, il y a peut-être un concept. Voilà, on salue Lolo Radar qui vient d'arriver avec sa belle chaîne où il y a de la simulation de contrôle aérien virtuel. Allez faire un tour sur sa chaîne. Et d'ailleurs les amis, si vous voulez faire un petit shoot-out à Lolo Radar, ça serait cool. Merci à vous. Autre moyen donc de soutenir la zone aéro au travers de tout ce que je viens de dire, c'est aussi de prendre des petits abonnements sur Twitch. Ça vous coûte l'équivalent de 2 cafés pour le mois. Et avec ça, vous avez plus de publicité du tout. Et en plus de ne plus avoir de pub pendant les lives, parce que des fois on pose une question, l'invité répond, et là, y a la pub. Donc vous prenez votre petit abonnement, et quand vous avez votre abonnement, il n'y a plus de publicité. En plus, vous avez accès au replay en primeur. Vous avez loupé le début, hop, immédiatement. Après le live, vous pouvez retourner voir le début sans aucun problème. Sinon, après, il faut attendre 15 jours à peu près pour retrouver le live sur la chaîne YouTube de la zone. Voilà. Enfin, dernière possibilité, c'est de rejoindre Patreon. Patreon, c'est la page où vous êtes les patrons de la zone aéro et on vous propose des petites des interviews. Ça peut être des interviews avec des invités exclusives, rien que pour vous, mais ça peut être aussi des échanges entre nous. On fait des visios, on discute de sujets et d'autres très régulièrement. C'est une sorte de petit club privé dans lequel on se retrouve tous. Donc rejoignez-nous sur Patreon parce que ça soutient la chaîne. Et au-delà de ça, je rappelle qu'on est tous bénévoles. C'est sous une égide associative, donc on est tous bénévoles dans la zone aéro. On le fait pour le partage. Évidemment, comme dans toute association, il faut aussi financer les frais annexes. Et en fait, vos abonnements, vos participations, les vues et tout ça, ça sert à ça et exclusivement à ça. Je peux vous garantir que ce soit Nico, Cynthia ou moi, on va pas aux Maldives avec... Ah non. Non, non. D'ailleurs, je remercie la communauté. Grâce à eux, j'ai un super micro. Ah oui, voilà. Il y a aussi les micros des invités. Montrer. Voilà, c'est ça. Un superbe micro. Voilà. Merci à la communauté. Alors, je crois qu'en plus, c'est le genre de micro, il faut que tu le rapproches un petit peu plus. Je pense. Ouais. Est-ce que là, c'est mieux? Ouais, c'est bien comme ça. C'est parfait. Bien, écoutez, on a parlé, on reparlera de Ground School tout à l'heure pour reparler de ce projet en fin d'émission. Mais avant toute chose, on ne va pas changer une formule gagnante, on va déjà déposer le plan de vol de l'émission. De quoi allons-nous parler ce soir? Vous en avez eu un petit aperçu sur les réseaux sociaux et en bande-annonce, mais regardons tout de suite le sujet du jour. Plan de vol de l'émission. Le sommaire de la zone ce soir. Et alors, je vais le faire venir par là. Hop, viens là, petit. Hop, là, voilà. Il est là. Dur, hein, il est loin, non, mais il faut se réentraîner. Allez, le plan de vol de l'émission de ce soir, on a de l'actu du terminal comme d'habitude. On a 6 petites nouvelles à vous partager avec Cynthia. On a la séquence embarquement avec... Et ce soir, on va parler d'aviation au travers de bouquins, de publications, puisque on a du beau monde. On a Marie-Laure qui est connectée, qu'on va retrouver tout à l'heure. Elle est autrice de livres d'aviation pour enfants. Elle a une imagination débordante.
avec la création de plein de petits liens qu'elle va nous montrer, qu'elle va nous exposer. On va parler un petit peu de ce quotidien, de ses projets, de sa vie pro couplée justement au temps que représente la création de ce genre de livre. On pourrait même d'ailleurs poser les questions, puisque comme on a CEPADUS qui est dans le chat, parler un petit peu de la relation, de comment est-ce qu'on peut mettre un projet comme ça sur le marché, comment est-ce qu'on conçoit, comment est-ce qu'on échange. Ça peut être très intéressant. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions comme d'habitude aux invités. On les récupère au fur et à mesure des échanges et on les fait apparaître ici, là, en dessous. On les incruste et on les aborde évidemment avec vous. N'hésitez pas, cette émission est aussi pour vous, pour que vous puissiez avoir la parole et qu'on échange tous ensemble. Enfin, dernière petite partie, fin d'émission, la séquence remise de gaz, fort aux questions, les 10 dernières minutes, où on termine les questions qui sont en cours et on vous présente le programme des émissions à venir avant de se quitter. C'est comme ça que ça se passe dans la zone aéro. Je pense que j'ai tout bien présenté. Quelque chose à rajouter, Cynthia, ou c'est bon ? Non, écoute, tout est dit. Je salue les petits nouveaux qui viennent d'arriver dans le chat. Je pense en connaître quelques-uns. Ils ont des noms très particuliers, donc je pense les reconnaître, donc je les salue. Ah oui, parce qu'il y en a, c'est un certain nombre, c'est imprononçable. Hein. Ah non, oui. Attends, tu parles de vomi dans le RJ ? Oui, celui-là, je pense le connaître. Je veux pas savoir ce qui s'est passé. Je veux pas savoir l'explication. Non, je pense qu'on a compris, donc non. Alors... tout de suite, on va attaquer la rubrique actualité du terminal. C'est d'ailleurs toi qui vas commencer, Cynthia. On a une question. Est-ce que je peux piloter un hélicoptère avec un PPLA ? Alors, A veut dire avion. Si tu remplaces le A par le H, oui. Sinon, non. Rubrique actu. L'actualité du terminal. News, nouvelles, informations et réactions avant l'embarquement. Allez, c'est parti pour la rubrique Actu du terminal. Et c'est toi, Cynthia, qui va démarrer. C'est moi qui démarre. Ça, c'était une réponse claire, nette et précise. Ça, il n'y a pas de doute. Oui. Ah bah oui, écoute. Alors, moi, il faut être net, clair et précis. Hein. C'est ça. Donc, pour la première actu, les bagarres de bagages. Donc, comme vous en avez entendu parler, on en avait déjà parlé dans la dernière saison. Et en effet, il y a eu un durcissement de la politique concernant les bagages en cabine, notamment chez les compagnies low cost. Enfin, c'est surtout chez les compagnies low cost qui font... pas mal d'argent en fait sur ce différent d'emporter peu de bagages durant leur vol et de mettre les bagages les plus volumineux en soute. Et bien récemment, fin août, du coup comme on ne s'est pas vu avant, j'en parle que maintenant, mais fin août, il y a des passagers qui se sont battus avec un agent aéroportuaire à l'aéroport de Nice concernant un bagage supplémentaire. Il devait embarquer sur le vol d'EasyJet à bord d'EasyJet pour un vol en direction de Mykonos. Et ils se sont accrochés avec l'agent aéroportuaire. Il y a une vidéo qui a circulé et pendant plus d'1 minute, il a été frappé par ce couple qui était très agacé, qui se sont vus refuser leur bagage en cabine parce qu'il était trop volumineux. Donc c'est quand même un problème récurrent. Il y avait même eu aussi durant l'été un touriste allemand qui avait retiré carrément les roulettes de sa valise. Il avait détruit sa valise, il avait cassé les roulettes pour pouvoir l'emporter en cabine. Donc, je pense qu'il va falloir peut-être revoir certaines de ces règles parce que c'est entre 58 et 80 € pour un bagage trop lourd ou trop volumineux, ce qui a le don d'agacer les passagers qui deviennent de plus en plus violents. Et ce qui a valu du coup aux passagers en question donc d'être revus en justice. Ils ont été convoqués en justice par EasyJet et ce qui a valu à cet agent qui a été frappé 2 jours d'arrêt de travail quand même pour les blessures qu'il a reçues. Avec la valise ? Donc, alors je sais pas si c'était avec la valise. J'espère pas pour lui parce que franchement, je pense que ça devait être douloureux avec la valise. C'est possible. En attendant, c'est vrai qu'il y a un paquet de compagnies qui se font de l'argent. C'est de notoriété publique avec ce système justement de cabine où dès que c'est trop volumineux, dès que ça dépasse un peu, et bien boum. Et puis en fait, ça rentre de l'argent dans les caisses et les gens, comme ils n'ont pas trop le choix que de partir ou de perdre leur billet, ils y vont. Et d'ailleurs, c'est un peu critiqué au niveau européen. Donc, il y a un certain nombre de compagnies qui sont dans le collimateur à cause de ça.
C'est ça, et ils sont même pas d'accord entre eux sur les mesures. Vous prenez 2 compagnies low cost différentes, elles n'ont pas les mêmes mesures de bagages. Bah oui. Donc du C'est un coup, peu ça, le problème. les passagers sont paumés. L'homogénéisation. Bah oui, c'est le problème. Ok, merci Cynthia pour cette première news. On enchaîne avec peut-être cette actualité que vous avez pu suivre, notamment sur les réseaux sociaux, avec une grosse frayeur lundi soir pour un vol qui reliait Paris-Orly à Ajaccio, en Corse. Alors qu'il approchait de la Corse, et ben, l'avion a tourné à peu près 1 heure autour de l'île. Donc il y a une visite guidée de l'île de Beauté. Tout ça pourquoi? Eh ben, pas de réponse de la tour de contrôle. Donc vous savez, les avions, ils sont guidés, il y a des contrôleurs qui les prennent en compte, qui donnent des autorisations, des clairances pour venir les faire poser. Ben là, plus personne ne répondait. Qu'est-ce qui s'est passé? Une raison absolument improbable. Le contrôleur s'était tout simplement endormi. Eh oui, ben ça peut arriver, hein, c'est du facteur humain. Et dans une situation qui est déjà compliquée par l'absence d'éclairage de piste, le commandant de bord a dû contacter directement les pompiers qui ont alerté la gendarmerie, puis ils ont été obligés de se dérouter vers Bastia. Alors ça a été envisagé, ils ont voulu y aller, après ils sont revenus, puis finalement le contrôleur s'est réveillé. Alors ils ont réussi à reprendre contact et le pilote les a autorisés à venir se poser à Ajaccio. Au final, pas de casse, mais par contre, une arrivée avec 1h18 de retard, un pilote sous le choc, et puis un contrôleur aérien encore un petit peu ensuqué. D'ailleurs, le commandant de bord indique qu'il n'avait jamais vu ça de sa carrière, et je pense que peu sont ceux qui ont vécu un incident pareil avec un contrôleur qui s'est endormi. L'épisode, évidemment, au-delà de ça, hein, c'est un petit peu comique comme ça, mais quand on regarde derrière, ça relance les inquiétudes sous les sous-effectifs, parce que c'est vrai que le monde du contrôle aérien sonne alarme depuis quelques années. C'est aussi pour ça qu'il y a des grèves, qu'il y a de plus en plus de sous-effectifs, donc les effectifs en place sont obligés de travailler de plus en plus longtemps, souvent tout seuls, alors que d'habitude ils sont plusieurs, donc quand on est plusieurs, on s'endort moins facilement. Et en fait, bah là, quand on est tout seul, en plus la nuit, si en plus on a mangé une choucroute ou un plat corse bien riche, ben finalement, ça peut arriver et il peut y avoir une fatigue chronique chez les contrôleurs aériens en Corse, déjà mis sous pression chaque été par le doublement du trafic aussi à cause du tourisme. Donc il faut aussi y penser au travers de tout ça. Il faut tirer parti de tous les accidents, en tout cas c'est comme ça que ça se passe dans l'aérien. On essaie d'analyser tout ça. D'ailleurs, Zéro Cal dit, hein, seul dans une tour avec un terrain pas éclairé, moi aussi je m'endors. Voilà. Et en plus, t'es pas contrôleur. Et donc, tu vois. Allez, pour ça, ils n'ont pas de choucroute et de cassoulet en Corse. Non. Pour éviter ça. Pas encore. Allez, on enchaîne avec la fin des 100 ml. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, comme vous l'avez tous vécu, j'imagine, vous avez tous pris au moins une fois l'avion et vous avez dû subir le contrôle au portique où vous devez présenter votre sac avec votre petit sachet plastique et vos produits à l'intérieur. Eh bien, maintenant, ça va bientôt être fini les 100 millilitres. Donc depuis peu, en Europe, nous avons en France, au Royaume-Uni et en Europe, des scanners qui ont été installés. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà pu les tester. Pour ma part, j'ai déjà pu le tester. Et donc, ces scanners, on ne vous demande plus de vider votre sac. Vous avez tous vos produits dans votre sac et on va vous laisser passer et le scanner va analyser les contenus des produits. Donc, à la couleur de ce qu'il y a à l'intérieur et à la quantité, les agents arrivent à savoir grâce au scanner si oui ou non c'est des produits qui peuvent être dangereux et explosifs pour le vol et qui pourraient amener à des contraintes particulières comme ça a pu arriver auparavant, puisque pour rappel les 100 ml avaient été mis en place à l'époque à cause du terrorisme qui a eu le 11 septembre 2001 d'ailleurs, qui a eu des commémorations récemment. Donc tous ces 100 millilitres avaient été mis en place pour ça, pour éviter que les terroristes puissent réunir plusieurs quantités de produits et faire exploser un avion.
Donc maintenant, grâce à ces scanners, on va pouvoir augmenter la capacité dans vos sacs jusqu'à 2 litres. Donc fini le passage de je termine la bouteille et j'ai super envie de faire pipi dans l'avion. Ça y est, c'est bon, on va pouvoir emporter des liquides. Et donc, pour le moment, celui qui est le plus équipé, c'est l'aéroport qui est en Italie, à Rome, qui en a 50. Nous, en France, entre Orly et Roissy, on n'a que 10 scanners. Donc, ils prévoient d'en installer une quarantaine d'ici 2 ans. Sauf que, voilà, ça va prendre 2 ans parce que comme ils expliquent les gestionnaires de l'aéroport, c'est compliqué de fermer tout un terminal durant une nuit et d'installer les scanners, et en plus d'en installer, ils ne peuvent pas en installer 40 d'un coup. Donc, ils vont être obligés de faire ça en section, et c'est prévu pour d'ici 2 ans. Et d'ici 5 ans, ils prévoient que toute l'Europe soit équipée de ces scanners. Comme ça, on peut emporter toujours pareil, hein, les petites fioles souvenirs où ça fait trop de 100 millilitres et on ne peut pas les prendre, ou les bouteilles de vin, ça c'est fini, on pourra emporter des souvenirs de nos voyages. Ok, merci beaucoup. Alors ça va peut-être intéresser un certain nombre de nos amis. On nous demandait si c'était une vraie photo, une vraie image. Oui, c'est une vraie image. Ok, bon. Ça ressemble à peu près à ça au scanner. Alors après, il y a différentes teintes sur les scanners qui fait qu'on voit plus ou moins bien en fonction de ce qu'on cherche. Ok. On continue avec Peace, mon frère, et un sacré coup de tonnerre pour Air Peace, justement, qui s'appelle comme ça, au Nigeria. Le 13 juillet dernier, un Boeing 737-500 est sorti de piste sur l'aéroport de Port Harcourt. Heureusement, sans blessés parmi 103 personnes qui étaient à bord. Mais l'affaire a quand même pris une petite tournure assez explosive. Pourquoi ? Eh bien, les enquêteurs ont affirmé avoir retrouvé des traces d'alcool chez les 2 pilotes. Donc déjà, ça la fout un petit peu mal. Et du cannabis chez un membre d'équipage. Résultat, le commandant de bord, 64 ans, 18 000 heures de vol au compteur, licencié, direct. Merci, au revoir. Tandis que son copilote, lui, il a été blanchi par l'aviation civile, il a été réintégré. Pourquoi ? On ne sait pas. La compagnie, elle conteste fermement les analyses, assurant n'avoir reçu aucun rapport officiel. L'enquête suit son cours avec déjà des appels à renforcer à la fois la formation et la discipline en cabine pour éviter justement ce genre de choses, faire prendre conscience en tout cas. Et cet incident met en lumière les fragilités du secteur aérien nigérian, malgré, il faut quand même le reconnaître, un certain nombre de progrès notables en matière de sécurité. Air Peace, qui portait bien son nom, qui est quand même un poids lourd régional, sans jeu de mots, au niveau du Niger, voit son image quand même assez écornée, alors même qu'elle développe des liaisons en Afrique et vers d'autres pays. Voilà, ça lâche les noms carrément, c'est-à-dire... Ah, d'accord, vous êtes en train de parler entre vous. Je crois qu'il s'appelait Philippe le pilote. Ok. Salutations à Philippe, hein. Santé à lui, du coup. Ils sont en train de se faire des petits clashs entre eux dans le chat. C'est bien, c'est bien, de la on vous laisse faire. Allez, on continue avec le retour d'Amelia Earhart. Alors, c'est pas un réel retour, parce que si elle revient, elle sera pas dans le même état qu'elle était à l'origine. Hein. Donc non, c'est plutôt un retour... C'était moche, j'avoue. Pardon, parce que c'est une de mes idoles quand même. Donc, non, je parle de retour parce qu'il y a quelques temps, il y a l'année dernière, en début d'année dernière, il y avait des recherches qui avaient été effectuées concernant le crash d'Amelia, puisqu'elle avait disparu avec son navigateur Fred Naumann, si je ne me trompe pas, je sais bien écrit son nom. Ils avaient disparu, donc le 2 juillet 1937. Ils étaient aux commandes d'un Lockheed Electra et c'était vers la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et jusqu'à présent, ça fait je crois que ça fait 90 ans presque, et on n'avait pas trouvé l'épave et on n'avait pas d'origine de savoir qu'est-ce qui leur était arrivé et pourquoi ils s'étaient crashés, puisqu'ils étaient partis pour la réalisation d'un tour du monde par l'est de la Terre. Et malheureusement, on ne les a jamais retrouvés. Et il y avait l'année dernière une entreprise qui s'appelait Deep Sea Vision, qui avait cherché et qui avait trouvé des images donc au Pacifique Nord de quelque chose qui ressemblait
à l'épave du Lockheed. Ils avaient approfondi les recherches avec une sonde radar et malheureusement, ce n'était pas ça. C'était juste une grosse masse rocheuse, donc grosse déception. Mais là, depuis peu, il y a eu une nouvelle entrée en matière, on va dire. Il y a de nouvelles recherches qui se sont mises en route. Visiblement, il y aurait peut-être une rumeur qui dirait que la structure immergée qui s'appelle Taraya Object, qui est du coup dans le Pacifique, elle aurait peut-être la forme du Lockheed. Elle est très profonde, elle est à 5000 mètres de profondeur et ils voudraient savoir si c'est pas le Lockheed. Donc ils vont aller explorer prochainement. La prochaine expédition est prévue le 5 novembre 2025 pour voir si ça serait pas le mystérieux appareil et découvrir qu'est-ce qui lui est arrivé et pourquoi elle s'est crashée. Ok, bah merci pour ces petites nouvelles. C'était le petit point historique pour faire un clin d'œil à toutes les femmes dans l'aéronautique, puisque c'est quand même la première femme qui a fait une grande traversée en avion, hein, donc c'est quand même une des premières pionnières. Eh bien c'est très bien, c'est parfait. Ah, il y a Nico qui est connecté. Salut mon petit Nico, j'espère que tout va bien. On remercie Nuitive qui a offert un abonnement à AL1, je pense, AL1 officiel. Merci beaucoup pour ton soutien, ça fait très plaisir. On a vu l'alerte pendant la rubrique de Cynthia. On continue et on termine d'ailleurs cette rubrique actualité de ce soir. Je l'ai appelée, c'est un peu fort de café, vous allez comprendre pourquoi. On va se diriger en Angleterre, chez British Airways, puisque le café a failli devenir une affaire d'État, littéralement, puisque la compagnie voulait interdire à ses pilotes et personnel de bord, hôtesses, stewards, de boire autre chose que de l'eau. Et encore, discrètement, c'est-à-dire que lorsqu'ils portaient l'uniforme, il fallait qu'ils se cachent pour pouvoir boire de l'eau. Ils ont dit donc terminer le café. Terminer le café entre deux vols, place à la gourde invisible, si on peut dire. Sauf que la mesure, qui était au départ révélée début septembre, a déclenché une levée de bouclier immédiate des syndicats, jugeant la règle à la fois absurde et impraticable, sur des journées en plus qui durent plus de 12 heures certaines fois. Et face au tollé, British Airways a vite reculé en expliquant qu'il s'agissait d'un malentendu. Reste que l'épisode illustre la tension entre image de marque et conditions de travail en règle générale dans les compagnies aériennes. C'est un terrain qui est déjà sensible dans une compagnie qui a été critiquée notamment pour ses règles d'apparence jugées trop strictes. Alors voilà, British Airways, si vous nous entendez, il va falloir s'assouplir un petit peu, c'est ce que un petit peu tout le monde pense. Et donc le Volte-Face Express montre que, surtout chez British Airways, les syndicats savent encore peser dans la balance, et donc les pilotes et les PNC pourront continuer de boire du café, ils seront contents. Voilà, on ne dit pas s'ils boivent autre chose, d'ailleurs. Alors, probablement pas d'alcool comme au Nigeria, déjà. Et voilà. Ok. Et ben voilà, on a fait le tour de la petite rubrique actualité. Si vous avez des réactions, hein, vous faites comme 0K, vous le postez dans le chat et voilà. On a appris qu'un contrôleur s'est endormi à Ajaccio. Ah bah t'as loupé la première actu, mon petit Nico. On en a parlé tout à l'heure. Et la raison, je ne sais pas. Pourquoi, je ne sais pas. Oui. On peut le retrouver. On regardera ça. Allez. Eh bien écoutez, ce qu'on va faire maintenant, déjà on va retirer, on va même carrément enchaîner. On vous a parlé depuis le début de l'émission de la possibilité, si vous avez des enfants, de leur faire découvrir l'aéronautique. Comment ? Les livres sont une très bonne chose. D'ailleurs, il y a un impact qui fait beaucoup plus rêver au niveau des livres qu'au niveau des films. Il y a l'imaginaire qui se travaille et donc ça va être le sujet de ce soir. Comment est-ce qu'on peut faire rêver les enfants au travers des bouquins ? On a avec nous Marie-Laure, qui est créatrice, autrice de BD. On a les éditions C'est pas du S qui sont dans le chat. On va discuter de tout ça ensemble. La séquence de ce soir, c'est embarquement avec. On retrouve tout de suite notre invité. C'est Marie-Laure qui est avec nous. C'est parti. Embarquement avec le sujet et l'invité du jour dans la zone aéro.
Et elle est là, vous voyez, c'est magique, la magie de la technologie. Bonsoir Marie-Laure, est-ce que tu nous entends bien? Je vous entends très bien, bonsoir tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien aussi? Eh ben c'est parfait. C'est super. Merci beaucoup d'être Bonsoir, présent dans la Marie-Laure. zone aéro. Mais c'est une grande première pour moi, merci beaucoup pour cette invitation, parce que je suis ravie de partager cette émission avec vous. Ce mercredi soir, après une mercredi de folie, une petite émission avec vous, c'est très sympa. Merci beaucoup. Eh ben le plaisir est partagé, il y a déjà le chat qui te salue. Hein. Il y a déjà les deux Nico, bonsoir Marie-Laure. Ah, tout le monde te salue, c'est parti. Ils sont polis, hein. On est une communauté bienveillante. Ah, oui. Merci les amis. Ils sont motivés ce soir. Ils vont avoir plein de questions pour toi, j'en suis sûr. Super. La Orana Marie-Laure, on dit dans le chat. Je sais pas ce que ça veut dire. Ah, si, c'est en tahitien. Bah Ils oui, disent mais bonjour en attends, est-ce que j'ai une tête de tahitien? Ah Ah non. non, t'as pas une tête de tahitienne. Marie-Laure, ce qu'on va faire, on va faire comme d'habitude. Je te propose de faire une petite minute de présentation. Le concept, c'est on va afficher le petit chrono qui est ici. En une minute, tu nous parles de toi, de comment tu es arrivé dans l'aéro, ce que tu fais aujourd'hui, comment tu es arrivé à créer les bouquins, rapidement, en une minute. Et puis après, ben, on reprend tout ça en détail. Ça te va? Ça me va. Allez, c'est parti. Bonsoir tout le monde. Donc moi c'est Marie-Laure, j'ai 45 ans. Je suis diplômée en physique fondamentale. À la base, j'étais partie pour faire du spatial. Et puis, en arrivant à Toulouse pour faire de l'astrophysique, je suis tombée sous le charme du premier décollage de la 380. Ça a complètement changé mes plans de carrière. Et ça fait 20 ans aujourd'hui que je suis ingénieure aéronautique. Et un jour, j'ai eu envie de partager toutes les belles choses que je vois au quotidien dans mon métier avec des enfants. Parce que moi, je viens d'une famille pas du tout du côté de l'aéronautique. J'ai grandi dans une famille d'agriculteurs à la campagne. J'en suis très fière. Mais c'est vrai que les avions, pour moi, c'était quand même un grand mystère. Donc, j'ai eu envie de partager ça avec les enfants. C'est pour ça qu'avec les éditions CEPA2S, on a lancé les collections Airfox pour l'aviation et Spacefox pour le spatial. Donc, ce sont des aventures pleine de surprises. Posez-moi vos questions. Allez, nickel, à la minute près. Ça, c'est la physique quantique de l'analyse du temps, tout ça. Hein. Tu vois, il y a déjà des réactions. Là... Très beau parcours, Marie-Laure. Nico dit qu'il t'a pas vu dans Big Bang Theory. Je regardais. Ah oui, il a peut-être pas vu tous les épisodes. C'est ce que j'allais dire. Franchement, tu allies beauté et intelligence. Oh, ce qu'on ne voit pas forcément dans le Big Bang Theory. On a plutôt l'aspect geek et tout ça, un peu les garçons renfermés. Et bien là, tu montres que c'est possible et que c'est réalisable, tout à fait. Mais c'est peut-être ce qu'il faut... alors, bon, la beauté, merci pour le compliment, mais ce qu'il faut montrer peut-être aussi aux enfants, et particulièrement aux petites filles, c'est que... on a des clichés peut-être sur certains métiers, que certains métiers sont plus historiquement exercés par des hommes, et ça peut refroidir certaines filles, femmes ou petites filles à exercer ces métiers. Moi, ça fait 20 ans que je suis ingénieure aéronautique, je ne comprends toujours pas pourquoi on n'est pas plus de filles. Je ne vois pas au quotidien en quoi ce serait plus un métier de garçon. Donc, est-ce que c'est l'inconscient collectif qui fait ça, selon toi? Alors, moi, je pense que c'est des choses qu'on a inculquées dans notre culture depuis tout petit, et à travers les jeux, à travers les livres, à travers les modèles qu'on montre à nos enfants. Et c'est vrai que moi, je me suis fait la réflexion, parce que j'en ai 3 des enfants. Et cette aventure Airfox et Spacefox, elle a démarré quand ma petite dernière avait 3 ans. Qu'elle était en maternelle, et alors j'adore les Barbies, hein, c'est pas le problème, mais elle jouait toujours avec les Barbies, etc. Et je me suis dit, est-ce que je pourrais pas aussi lui montrer qu'une petite fille, ça peut piloter un avion, qu'une petite fille, ça peut construire un avion, ça peut construire une fusée. Et en fait, c'est parti de là, parce que je pense qu'en effet, dans la littérature jeunesse, on peut encore manquer de représentation féminine en ce qui concerne les métiers scientifiques. Ok. Donc oui, je pense qu'on a un biais encore. C'est mieux, c'est tous les ans un peu mieux, mais on n'est pas encore à la parité. On n'est pas encore à la parité. Dans mon département au sein d'Airbus, parce que moi je travaille aussi à Airbus, nous sommes 20% de femmes ingénieurs. Ouais, ok. C'est une réalité.
2025. Il y en a de plus en plus qui arrivent quand même? Ou c'est quand même, Oui, ça stagne? Ça, quand je suis arrivée, c'était 17%. Et je suis arrivée chez Airbus il y a 12 ans. Donc, Ah oui. après, les chiffres, c'est des moyennes. Ça peut varier en fonction des départements. Ça peut varier en fonction des départs, des entrées. Mais c'est mieux. C'est pas encore ça. Je pense qu'en effet, l'éducation dès le plus jeune âge, pour ensuite, après, rentrer sur des parcours BIA, ensuite, pourquoi pas faire des études plus dans l'aéronautique, le spatial ou même les sciences en général. Pour moi, ça part de petit. Hein. Ça part vraiment de petit. Si vous fermez la porte à l'enfant, qu'il ne voit pas, le modèle, il ne se projette pas en fait. Oui. Par exemple, moi, je suis pas inspirée. Je suis plus inspirée par des parcours de femmes que par des parcours d'hommes. C'est quand même assez. C'est quand même assez inné. On peut pas trop le changer. Alors bien sûr qu'il y a des parcours d'hommes qui m'inspirent, mais quand une femme, par exemple, quand j'étais en première, la première astronaute européenne est allée dans l'espace, Claudie Aigneret, je m'en souviens. Je m'en souviendrai toujours, je pense. Quand elle est partie dans l'espace, donc moi j'étais déjà en filière scientifique, mais je savais pas trop ce que je voulais faire. Là, je me suis dit, bah oui, mais en fait, si elle va dans l'espace, moi peut-être que je peux faire quelque chose de ma vie, de correct. Voilà, je me suis dit ça, donc c'est important les modèles quand même, c'est important. D'accord. Donc tu disais, tu t'es révélé, on va dire, une passion réelle de l'aéronautique au décollage de l'A380. 2005. Mais avant, rien du tout? Pas un vol découverte en aéroclub, rien du tout? Je vais vous faire une confidence. J'en ai pas honte parce que ça fait partie de ma vie, c'est aussi ce qui m'a construit. J'ai été ingénieur aéronautique en exercice avant de prendre l'avion pour la première fois. Ah oui. Voilà. Même un avion commercial. Donc, oui, non, je n'avais jamais. Alors, c'est pas qu'il n'y avait pas d'aérodrome là où j'ai grandi, il y en avait, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui était dans mon quotidien et je m'étais jamais dit c'est possible pour moi aussi. Oui. Je ne m'étais pas posé la question. Non. Mais comme quoi, les vocations peuvent arriver comme ça, hein? Oui, je pense qu'en fait, c'est des rencontres, c'est des découvertes. Et puis, ce qui est très important de faire passer comme message aux jeunes, c'est qu'un parcours, ça se construit, c'est des étapes. C'est pas forcément tout d'un coup, on arrive à 18 ans, on connaît sa voie. Non, en fait, on peut faire plein de choses. J'ai fait de la physique fondamentale, après j'ai fait de l'astrophysique, et puis après j'ai fait des systèmes aéronautiques. C'est vrai, ça reste quand même les mêmes bases techniques. Mais savoir, à 16 ans, je savais pas ce que je voulais faire du tout. Enfin, si, j'ai voulu être journaliste, prof d'anglais, plein de choses comme ça. Après, je me suis dit oui, des sciences, mais concrètement, je savais pas trop en fait. Et comment tu en es venu à choisir ces sciences-là? Pourquoi cette voie? Qu'est-ce qui t'a amené et qu'est-ce qui a déclenché de choisir cette section-là en particulier? Parce que c'est particulier comme section. C'est le rêve. C'est arrivé au collège. À mon époque, on commençait la physique en 4e seulement. J'ai trouvé ça super intéressant. Ce que je trouvais génial, c'est d'expliquer les lois de la nature avec des équations mathématiques. Je trouvais ça extrêmement puissant. Ensuite, au lycée, comme je travaillais, donc j'avais des bons résultats, donc j'ai fait une filière scientifique. Je sais pas trop. Après, j'ai continué dans la physique fondamentale et l'astrophysique. Est arrivé en Bac plus 3. Bac plus 3, Bac plus 4, on avait la possibilité de faire des mentions astrophysiques. Et là, c'est le rêve qui a parlé. Clairement, ça me faisait rêver de comprendre un petit peu mieux l'univers, les astres, les corps célestes, les lois orbitales, les lois de la gravité. Pour moi, c'était un rêve. Je réfléchissais pas forcément métier derrière au début. J'ai réfléchi plutôt discipline. Ok. Voilà. Ça marche. Et tu as fait combien d'années d'études en tout? Bac plus 5. Bac plus 5. Oui, je me suis un petit peu... j'ai manqué d'audace. Alors l'audace, c'est quelque chose qui est très important pour moi. C'est pour ça qu'en fait, dans mes livres, il y a beaucoup d'aventures. Les enfants, je leur apprends plein de choses sur les sciences, mais il y a aussi cet élan d'aventure, ce besoin d'oser voler, oser faire décoller une fusée, parce que l'audace, ça s'apprend.
Ça se cultive, ça se travaille en fait. Moi, j'ai manqué d'audace à la fin de ma maîtrise d'astrophysique. Je me suis pas lancée dans le parcours doctorant en astrophysique. Il y avait tellement peu de place que je me suis dit c'est forcément pas pour moi. Il n'y a pas assez de place, c'est pas pour moi. Donc je m'étais plutôt lancée dans la filière industrielle du spatial. Au final, je regrette pas parce que, comme je disais tout à l'heure, après je suis tombée sous le charme des avions. Je trouvais que c'était extrêmement intéressant. J'avais très envie d'approfondir ça. Donc, faut pas avoir de regrets dans les parcours, mais l'audace, c'est quelque chose, oser se lancer dans une voie un petit peu d'excellence, un petit peu difficile, parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même du travail. Voilà. C'est comme passer sur mon brevet de pilote, c'est du travail. Pour qu'on comprenne un petit peu, tu parlais des systèmes d'avions. Tu es spécifiquement dans quel domaine des systèmes d'avions ? Alors, les systèmes aéronautiques, donc au sein d'Airbus, on est dans le groupe ingénierie, on est un petit peu organisé en deux grosses structures. Il y a tout le monde en deux grosses structures, mais donc il y a le monde de la structure. Donc la structure, c'est le squelette de l'avion. Comme nous, on a un squelette. Et il y a le monde des systèmes aéronautiques. Et les systèmes aéronautiques, ce sont... alors, désolé pour ceux qui savent déjà tout ça, mais les systèmes aéronautiques, ce sont comme nous, dans notre corps, on a des organes vitaux. Les systèmes aéronautiques, ce sont les organes vitaux de l'avion. Il y a, pour chaque système aéronautique, il y a des équipes dédiées. Et moi, mon équipe au sein d'Airbus, donc ma spécialité au sein d'Airbus, je suis spécialisée là-dedans depuis 15 ans. C'est vraiment m'assurer, on s'assure avec notre équipe, on s'assure que tous ces systèmes-là, quand ils vont être montés dans l'avion, ils vont être capables de tenir toutes les contraintes environnementales qu'ils vont subir en vol. Pression, température, vibration, foudre, grêle, niveau électromagnétique, d'autres menaces, etc. Donc c'est ce qu'on appelle la qualification environnementale. Donc c'est multisystème et on s'assure que ces systèmes-là vont être capables de résister à tout ce que l'avion va voir en fait dans sa vie. Ok, d'accord. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Wow. Il y a déjà quelques questions qui arrivent, donc je vous propose déjà de passer quelques questions avant de parler, de rentrer un petit peu. Oui, parce qu'il va y en je mets avoir les questions de côté questions. parce qu'elles arrivent en même temps. Hein. Oui, il va y en avoir plein d'autres encore. Hein. Ouais. Juste avant de faire ces 4 petites questions, la vulgarisation, les livres, c'est arrivé quand en fait dans ta carrière ? C'est tôt, c'est un projet de longue date ou c'est quand même assez récent ? Alors, quand j'étais petite, le dessin, c'était ma passion. Déjà. Les livres, c'était mon passeport, je pouvais pas vivre sans les livres quand j'étais petite. Donc il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Les livres, pour moi, c'était mon moyen d'évasion, mon moyen de rêver. Je dévorais les livres. Et j'ai toujours su qu'un jour, plus ou moins inconsciemment d'ailleurs, qu'un jour, j'aurais quelque chose dans ma vie en rapport avec les livres. Voilà, je savais pas quoi, et d'ailleurs, j'aurais jamais imaginé les illustrer et faire des livres pour enfants. Mais c'est vrai que la vulgarisation, c'est quelque chose que j'aime bien faire en règle générale, que ce soit la formation, que ce soit dans mon métier d'ingénieur, que ce soit à l'université où j'ai donné des cours. C'est quelque chose qui me plaisait. Pourquoi les petits ? Parce qu'en fait, quand ma fille, elle avait 3 ans, la petite dernière, donc ça c'était en 2019-2020 par là, j'ai été invitée dans sa classe de maternelle à parler de mon métier. Ah oui. D'ingénieur. Parce que l'institut, elle était super et elle invitait les parents à parler de leur métier, ce qui était vraiment génial. Et donc j'y suis allée avec du matériel pédagogique existant qu'on a dans les entreprises. C'est pas terrible. Ça marche pas. Et donc j'ai décidé, et cette petite classe, donc là en fait, vous allez comprendre, cette petite classe, elle avait un nom d'animal, c'était la classe des renards. Ah.
Voilà. Et c'est pour ça pourquoi. que c'est comme ça. Et donc moi j'ai commencé à griffonner. J'avais pas dessiné depuis 20 ans, hein. Mais j'ai commencé à griffonner des petits renards qui faisaient des petits trucs avec un casque. Donc si vous voyez en arrière-plan derrière moi la petite renarde sur la couverture du premier livre, voilà, Fox Futé, elle est née comme ça en fait. Elle est née dans une classe de maternelle. Et ça vraiment, j'ai vu que ça marchait parce qu'après je suis allée dans d'autres classes et puis dans d'autres écoles. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, c'est chouette parce que les enfants, ils sont hyper réactifs. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, je vais me lancer dans un projet fou. Je vais faire un livre, voilà. Ok. C'était fou. Il y a Lolo Radar qui réagit dans le chat et dit on sent C'est incroyable. la facilité d'expliquer à tout le monde ton métier. Et c'est vrai. Ah, c'est gentil. Merci. Du coup, il n'y a plus que 3 questions parce que tu as répondu à la question pourquoi le Fox. Voilà. Voilà. Voilà, c'est tout simple. C'est Alors, l'histoire. Nico qui pose cette question, est-ce que c'est toi qui fais toutes les illustrations? Donc les dessins, Absolument. les coloriages, tout? Oui. Alors, je préfère peinture que coloriage. Oui. Mais La colorisation. Ça y est. Voilà. colorisation, voilà. Oui. Alors là, Seb, clac. Oui, c'est moi qui fais toutes les illustrations et c'est vrai que maintenant je me dis, c'est vrai que j'ai eu l'audace de me lancer et puis j'ai rencontré les éditions Cepaduez, donc j'ai rencontré Nicolas Marson qui est le DG des éditions Cepaduez et Cepaduez ne faisait pas d'ouvrages jeunesse pour des enfants, il faisait des ouvrages jeunesse à partir des adolescents pour le BIA. Mais le courant est tout de suite très bien passé et Nicolas Marson a été réceptif à l'idée, au projet. Et pourtant, quand je suis allée les voir, j'avais 4 planches, hein, pas beaucoup plus. Et ensemble, en fait, on s'est lancé, en fait. On s'est lancé, eux comme moi, on s'est un peu lancé dans l'aventure. On a réfléchi à un format, on a réfléchi à une couverture, on a réfléchi à plein de choses et c'est vraiment excellent, quoi. C'était magique. Après, voilà, on a fait un deuxième, un troisième et on a le 4e qui sort en novembre. Très bien, on va en reparler. D'ailleurs, s'ils sont dans le chat encore, c'est pas du S, on peut leur poser la question, est-ce qu'eux, ils avaient déjà, avant de te connaître, l'idée, l'envie de sortir des livres destinés à la jeunesse, on va dire. Et donc, on a répondu à la question de Nico, et cette question, alors, avant de parler de la question de Nico, ça m'a fait rire la réaction de 0K qui dit Fox c'est bien, heureusement que c'était pas la classe des hippopotames pour faire tenir dans un avion, ça aurait été compliqué. Donc oui, c'est vrai. C'est vrai, j'aurais peut-être pas eu la même inspiration. J'ai une petite question avant la question. C'est la première histoire, donc vous avez travaillé ensemble pour la trouver ou c'est tes enfants qui t'ont inspiré la première histoire? C'est vraiment avec les éditions Cepaduez que vous avez trouvé ensemble vraiment on va dire le fond de commerce de ce que vous alliez faire ou pas du tout? C'est peut-être tes enfants qui t'ont inspiré en disant je sais pas, ils ont pas cette idée, je vais leur amener dans la BD par exemple? Moi je suis allée les voir, j'avais vraiment déjà, alors j'avais que 4 planches d'illustration sur 15 parce que les livres font 32 pages, donc c'est 15 doubles pages plus une page de présentation, une page de conclusion. J'avais 4 doubles pages illustrées, mais par contre j'avais quand même le scénario, j'avais vraiment les thèmes que je voulais aborder, j'avais déjà les personnages et j'avais l'histoire. Et en fait le concept c'est une histoire, donc un enfant qui n'a pas forcément envie de creuser les sujets scientifiques, il se laisse un petit peu porter par l'aventure et après par un système de pastilles, de bulles, il y a des missions. J'invite les enfants à résoudre des énigmes ou à aider les personnages en fait dans leur mission. C'est très interactif, ils aident les personnages. Donc ça c'était mon idée. Après ils m'ont apporté plein de conseils sur le graphisme, sur comment agencer, comment maqueter, parce qu'ils ont des pros, ils ont des graphistes pros et donc j'ai énormément appris. Mais à la base c'est vrai que c'était les renards de la classe de ma fille. Ok, Cepaduez répond, il dit oui, nous avons complètement adhéré à la démarche de Marie-Laure, merci beaucoup. Et pour Cepaduez, vous avez Philémon qui a mis le lien dans le chat, merci beaucoup. On revient sur la question de Nico qui voulait te poser une question sur les études et qui te demande quelle a été la partie la plus compliquée de tes études. Alors,
Dans compliqué, j'entends deux choses. J'entends compliqué techniquement et compliqué au niveau de la difficulté, garder le moral, persévérer dans l'effort, continuer à, malgré les échecs, parce que des échecs, il y en a. Je dirais que le plus compliqué pour moi, ça a été vraiment de me faire confiance. Ah ouais. Parce que j'avais encore... C'est peut-être pour ça que je travaillais beaucoup et que ça a marché, mais j'avais un peu ce sentiment, ce complexe d'infériorité de par mes origines, le fait que je n'avais strictement aucun réseau, mais alors strictement aucun réseau dans le milieu, et donc peut-être que le plus compliqué pour moi c'était ça, c'était trouver des stages par exemple. Ouais. Trouver des stages. Parce que finalement, très compliqué, en matière très compliquée, je peux vous dire, d'ailleurs il me sert de support là pour tenir l'ordinateur, mon gros pavé de mécanique quantique que j'ai encore et qui va pas le lire, hein. On le lira pas ce soir. Il fait très peur à mes enfants parce que j'ai un fils qui est en première et qui a choisi physique et mathématiques en spécialité. Ce gros pavé de mécanique quantique lui fait très peur. C'est vrai comme ça, même moi il me fait peur maintenant aujourd'hui parce que j'ai 45 ans, je suis un peu loin de la mécanique quantique, mais ça peut faire peur finalement. Je dis ça a été dur techniquement, mais avec du travail d'équipe, les professeurs qui sont là pour vous aider, en fait ça se fait. La théorie, ça se fait. Le plus dur, oui, c'était vraiment ça, c'était décrocher un stage, alors que c'est vrai que certains dans les promos avaient comme mes enfants aujourd'hui ont, finalement un réseau dans le milieu. Pour moi, c'était dur, ça. C'était vraiment très, très, très dur. Ok. Cette question de Newitive, est-ce que tu as participé à la conception d'un avion Airbus ? Oui, bien sûr, j'ai participé à la conception. Alors, l'A381, je suis arrivée après. Je suis arrivée en phase d'amélioration. Donc, j'ai commencé ma carrière en faisant des calculs de température sur les harnais électriques. Il faut savoir qu'il y a des centaines de kilomètres de câbles électriques dans un avion. Non, encore plus, je faisais des calculs. Mais l'avion existait déjà. Par contre, j'ai travaillé sur la conception de l'A350. Donc la qualification des systèmes aéronautiques, et donc ma spécialité avec mon équipe, moi c'était mécanique, ce qu'on appelle mécanique et climatique, donc s'assurer que les systèmes y résistent aux vibrations induites par les moteurs, aux températures extrêmes, à la grêle, etc. Donc l'A350, ensuite je crois que c'est le meilleur projet de ma vie chez Airbus, c'est le Beluga XL. Wow. Le Beluga XL, j'ai été impliquée donc à partir de 2015, 14-15, dès le début dans le projet, et c'était génial. Donc le Beluga XL, je l'ai suivi du début jusqu'à la fin. Donc c'est celui qui a le fameux masque devant là. Oui, il est magnifique. Et en plus, un truc que je trouve génial, c'est que le Beluga XL, donc il y en a 6, ce sont des avions de transport qui ne sont pas vendus en avions commerciaux, ce sont des avions de transport. Qui, une fois qu'on ouvre le bec, on peut rentrer des 2 ailes d'A350 enchevêtrées. On peut rentrer plein de choses, c'est magique. Et donc il y en a 6, et le 6e, on dit, en anglais, on dit SHI, S-H-I, comme si c'était une fille. Ah ouais. Et ça, je trouve ça génial. Vraiment, voilà, c'est super. C'est la première fois qu'en fait, on féminise un avion. Ok. Oui, je suis en train de réfléchir, mais c'est vrai que... Oui, bien sûr, c'est un avion. Donc, le Beluga XL, c'est vraiment mon chouchou. Ensuite, j'ai participé au ce qu'on appelle les gammes New Engine Option, donc les néo d'Airbus. Donc A320, A330, ce sont des avions sur lesquels on a changé la motorisation pour gagner en puissance, limiter la consommation de carburant. Ça a impliqué plein de modifications sur les systèmes. Donc j'ai aussi participé à ces avions-là, mais c'est pas des développements from scratch, comme on appelle. Ce sont des major modifications. Ce sont des modifications majeures d'un avion existant. Et on attend avec impatience de partir à fond les ballons sur les prochains programmes qui vont nous permettre de développer des avions moins polluants.
à moins d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour l'instant, ce sont des programmes de recherche dans lesquels je suis impliquée également. Mais on n'est pas encore en phase de développement. Voilà, on est encore en phase de recherche. Alors, moi, j'ai une question qui va être un petit peu liée à ça. C'est est-ce que pas les contraintes, mais les objectifs environnementaux, par exemple, de développement que tu as, peuvent t'inspirer et que tu peux les intégrer dans tes BD? Alors, complètement. Alors, je vais vous montrer le premier. Donc, celui-là, si vous regardez le titre, ça va vous pas. Alors, j'ai du mal avec là. Voilà. Ah. Avion vert, oui, mission avion vert. Ah oui, 0 CO2 sur le réacteur. Voilà. Donc, en fait, l'histoire de cette petite... Donc, là, clairement, dans ce livre, je raconte un petit peu... Je fais découvrir aux enfants mon métier et celui de mes collègues. Ça permet de voir... Donc, l'histoire, elle commence avec... tout le monde part en vacances. Je ne sais pas si vous voyez. Tout le monde veut partir en vacances. Mais il y a un problème, c'est que l'avion de Fox UT ne peut plus voler parce que il y a l'affreux CO2 qui bloque l'avion. Donc je fais découvrir un petit peu à l'enfant c'est quoi le CO2, etc. Et il peut plus voler. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de trouver un avion qui va moins polluer. Et c'est tout le thème du livre. C'est en gros, c'est pas une chasse au trésor, mais c'est vraiment une poursuite à la découverte des énergies. Tester les énergies les unes après les autres et voir lesquelles vont pouvoir être utiles pour développer un futur avion, l'avion du futur. Okay. Donc je donne pas la solution miracle, parce que la solution miracle aujourd'hui on la connaît pas, mais je donne des pistes. Et j'explique l'avion électrique, l'avion solaire, l'avion à hydrogène, qu'est-ce qui va pas. Et l'enfant, il est acteur de l'aventure. Il cherche avec les petites énigmes, mais ça lui permet de découvrir c'est quoi l'énergie électrique, c'est quoi l'énergie solaire, c'est quoi l'énergie à hydrogène. Donc oui, clairement, le tome 1, c'est clairement mon métier et celui de mes collègues. La tranche d'âge, comment tu l'as fixée? On parlait tout à l'heure de tes enfants. Tu t'es dit, il faut que je m'adresse à de tel âge à tel âge? Je me suis pas dit de tel âge à tel âge, je me suis dit, moins de 3 ans, un enfant qui n'est pas scolarisé, c'était pas forcément ma cible parce que pour aborder les concepts scientifiques, c'est un peu compliqué, donc je dirais à partir de la maternelle. Et en fait, je me suis pas posé la question. Pour moi, c'était évident que comme je voulais qu'en fait les enfants, le plus tôt possible, ils s'enlèvent des barrières, je me suis dit, il faut leur montrer dès petits, dès la maternelle. Les livres, je les construis un petit peu à étage. Ça veut dire qu'il y a différents niveaux d'information. Donc un enfant de 3-4 ans, et d'ailleurs c'est même pas une question d'âge, j'ai envie de dire, c'est vraiment une question de curiosité de l'enfant. Je me suis rendu compte que c'était vraiment pas une question d'âge en allant dans les classes. Mais suivant sa curiosité, l'enfant il va aller piocher plus ou moins un niveau d'information profond. Ou un peu plus compliqué. Mais globalement, la tranche d'âge en moyenne, c'est 4-9. Okay. Au-delà, je pense qu'il y a certains... Des fois, j'aborde des thèmes un peu poussés. Par exemple, sur celui-là, je vous montre celui-ci, Space Fox. Celui-là, je parle vraiment de la gravité, de la micro-pesanteur, de l'apesanteur, et je voulais vraiment mettre les choses au clair, je voulais que ce soit clair. Et je voulais qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Donc là, je dirais que même un enfant de 10 ans, il va y trouver son compte dans certains petits détails du livre. Mais par contre, les graphismes, les renards. Moi, je pense qu'après 9 ans, un enfant, il a envie de voir autre chose comme dessin, en fait. Donc 4-9. D'accord. Et est-ce que tu serais prête à tenter l'aventure pour des adolescents, de faire une édition un petit peu plus grand pour les grands, en fait? Alors, c'est vrai que avec toutes les recherches que je fais pour faire un livre, alors le premier, j'avais pas tant de recherches à faire que ça parce qu'il suffisait de regarder autour de moi, l'information, elle était dans mon métier. Mais je fais beaucoup de recherches et je rencontre des experts de chaque domaine que je traite. Et donc, avec mon niveau d'information, des fois, je me dis, mais j'ai de quoi faire pour des plus grands, c'est clair, j'ai de quoi faire. Mais en fait, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé, alors ça viendra, peut-être, j'ai pas encore trouvé le concept. J'ai pas, en fait, trouvé les personnages, le caractère des personnages, qu'est-ce que chaque personnage va apporter. Ça, j'ai pas encore. Après, je suis occupée, j'ai pas forcément encore réfléchi. Mais peut-être qu'un jour, oui, je ferme pas la porte parce qu'en fait, c'est fort probable, surtout que mes enfants grandissent. Alors, je vois bien que
que oui, j'ai encore une petite à la maison, mais quand ils vont être tous grands, j'aurais peut-être envie de faire quelque chose pour les grands. C'est possible. C'est possible. Ok. Bon, bah, à suivre. Hein. À suivre tout Affaire à ça. suivre, Il y a hein. Nico, justement, qui dit qu'il a 50 ans, mais il veut bien une dédicace. Oui. Voilà. Ah Avec ouais. plaisir. Et je crois que qui est-ce qui lui a dit ça? Oui, c'est 0K qui lui a dit en plus, t'inquiète pas, il y a des images, donc il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je C'est reçois bon, plein de là, je crois que messages. tout le monde veut une dédicace. Je reçois plein de messages de parents, et plein de parents qui me disent Ouais. qu'ils apprennent des trucs. Donc, Ça, c'est cool même, aussi. même des gens qui sont dans le milieu. Donc, pourquoi pas, il n'y a pas d'âge. Et ben En fait, voilà. j'ai envie de dire, il n'y a pas d'âge, on est tous des grands enfants. Bah Voilà. oui. C'est pour les Et enfants, alors de n'importe quel âge. Où c'est qu'on Alors- et où c'est qu'on peut trouver tes livres? On peut les trouver où? Ils sont en vente sur Internet, dans les espaces publics? Où c'est qu'on peut les trouver? Je sais Alors- pas, on veut faire un cadeau, les fêtes de Noël. Bon, Oui, c'est un peu bien tôt, mais sûr, elles arrivent bien bientôt. Ça peut être l'occasion d'offrir ça aux petits-neveux, nièces, à grand-papy qui connaît rien au spatial. Ça peut être l'occasion, il perd un peu la tête aussi, ça peut être pas mal. En fait, vous pouvez les trouver dans toutes les librairies. Mhm. Pas forcément en physique, donc ils sont en physique dans quelques librairies, la boutique Aéro, les librairies spécialisées, et sinon vous pouvez les commander dans toutes les librairies de France, toutes, sur toutes les plateformes de vente de livres. Voilà, c'est en librairie, s'il n'est pas dans les rayons, il faut le commander, mais en fait, ils sont accessibles vraiment partout. Ok. D'accord. Génial. Alors on voit justement le, hop, est-ce que ça, non, on voit donc les couvertures qui défilent. On a vu le logo Occitanie, on a vu le logo de l'ENAC aussi. Il y a un partenariat? Alors, oui, tout à fait. Le premier, en fait, le premier livre, dès le début, je voulais partager mon aventure avec la direction de l'ENAC et les gens qui s'occupent de la mixité, de l'inclusion. Et ils ont tout de suite adhéré et donc ils se sont proposés pour être partenaires du livre. Alors partenaire, c'est pas un partenariat financier, mais par contre ils nous ont bien aidés dans la communication. Ouais. Ils m'ont fait participer à plein d'événements. Et donc oui, ils ont été partenaires du premier, parce que le premier, c'est vraiment celui qui parle vraiment des métiers d'ingénieur, de technicien, de pilote. Ouais. Donc ça regroupait aussi les métiers, les futurs métiers ENAC. D'accord. Et Occitanie, le logo Occitanie, donc il n'y a pas eu de partenariat avec la région Occitanie. En fait, si vous regardez bien, c'est écrit imprimé en Occitanie parce que 99% de la production de CEPA de Bèze, alors ils en parleraient mieux que moi, mais c'est aussi un gros argument qui a fait que j'ai voulu travailler avec eux, c'est qu'ils produisent, ils impriment tous leurs livres en France, enfin à Toulouse. Ouais. Et Ok. ça, c'est quelque chose, surtout dans la littérature jeunesse, c'est très compliqué de trouver des livres imprimés en France. C'est très très compliqué. Et ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Alors, c'est vrai que c'est très compliqué parce que moi, je voulais aussi qu'on sorte un livre à moins de 10 euros. Les livres, ils sont en vente à 9 euros. Je voulais qu'on sorte un livre, on voulait sortir un livre à moins de 10 euros et imprimé en France. Alors c'est vrai que c'est compliqué. Ça explique pourquoi on n'a pas de couverture BD cartonnée très rigide. Donc ce sont des petits formats 21 cm par 21 cm, mais qui sont tout mignons parce que la couverture elle est toute douce, c'est un effet pêche, les titres qui sont en surbrillance, etc. Donc en fait, là, je dis bravo aux éditions CEPA de Bèze parce qu'ils ont trouvé un format tout mignon, avec des belles pages à l'intérieur bien brillantes, fabriquées en France à moins de 10 euros. Donc là, c'était pas gagné d'avance en fait. Et donc ça, je suis contente de ça. Je suis vraiment super contente. En plus, c'est pratique pour l'emmener en C'est vraiment vacances, très bien. etc. Même le passer aux copains, etc. Oui, c'est un petit format vraiment, vraiment sympa. Maintenant, je suis fan. Au début, c'est eux qui m'ont proposé. Il a fallu que je m'adapte parce que moi, j'étais partie sur des plus grands formats et je savais pas trop. Maintenant, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup travailler ce format. Ok. Alors maintenant, on va rentrer dans on a un aspect un petit peu plus technique. Quand tu décides de démarrer le livre, que tu as l'histoire, tu dis ça y est, je prends mon stylo, je démarre. Combien de temps ça prend? Comment tu commences? Alors déjà,
Ça y est, j'ai mon histoire, je prends mon stylo, je démarre, déjà ça n'existe pas. Parce qu'en fait, ça marche pas comme ça en fait. Généralement, quand je suis sur la fin d'un livre, aux 3/4 d'un livre, je commence à être réveillée, titillée, dérangée par un sujet qui vient me tarauder pour le prochain. Ouais. Voilà, donc en fait, je peux pas. On va pas compter ce temps-là où ça mature, ça monte, l'envie elle monte. Généralement, j'attaque un sujet quand il m'obsède, quand je peux plus. Au bout d'un moment, je lui dis OK, je vais m'occuper de toi. On va traiter le sujet. Ouais. C'est bon, t'as gagné. C'est le cas pour le prochain parce que le 5e, j'ai déjà le sujet pour le 5e, je vais bientôt commencer le travail de recherche, mais tout le travail, il est important ce travail de maturation, ce travail de réflexion, ce travail de nourrir l'inspiration. Moi je lis beaucoup, je vais voir des expos, je regarde beaucoup de vidéos, je rencontre des gens. Ça c'est un travail d'inspiration qui prend du temps et je le compte pas dans le temps de développement du livre. Ça c'est en amont. Et donc, à partir du moment où je commence à dessiner un petit peu les personnages, dans quelle situation ils vont être, commencer à poser un scénario, commencer à poser des thèmes pédagogiques, parce que ça, c'est le driver. C'est ce qui conduit mon livre, c'est les thèmes pédagogiques que je veux aborder. À partir de ce moment-là, où je commence à écrire, donc tu as raison, Sébastien, j'écris un petit peu les thèmes quand même. Jusqu'à la livraison, moi, il me faut 6 mois. Ah, ok. 6 mois, c'est très long, hein, parce qu'il y a beaucoup de détails dans les illustrations. Il y a énormément de détails. Je peux vous montrer peut-être la falle de production du premier, la falle de production... Par exemple, je vois le dessin, on voit les dessins de couverture derrière en arrière-plan. Là, effectivement, il y a du détail. Il faut combien de temps pour faire une double page comme ça? Alors, celle-là, par exemple... faut pas loin de... Parce que dans la conception d'une double page, il y a conception de la double page. Donc, qu'est-ce que je vais mettre où, qu'est-ce que je veux montrer, qu'est-ce que les personnages vont faire. Donc, il y a comme le plan. Ensuite, on commence à dessiner. Moi, je dessine par étapes et donc je fais un peu comme les BDistes à l'époque qui superposaient les calques, les transparents. Mais moi, je fais pareil dans ma tête. En fait, je fais un livre comme on fait un avion. Je conçois, je développe, j'assemble. Okay. Je fais ça en fait. Voilà, j'ai vraiment une démarche finalement très scientifique pour comme j'ai pas fait d'école d'art, donc j'ai pas appris, donc j'ai appris toute seule. Donc j'ai décidé de faire comme ça. Et ça me permet d'avoir un très haut niveau de détail et ça me permet de pouvoir bouger des éléments par rapport à d'autres. Parce que si je faisais tout d'un trait, je perdrais en granularité. Et je suis coincée. Et comme je veux que le message pédagogique il soit prioritaire, ça me permet de bouger. Et une double page, ça me prend... ça peut me prendre 2 semaines. Hein. Ah ouais. Tout est fait de manière numérique? Tu as des tablettes ou tu le poses sur papier, tu scannes après? Je peins. Ok. Oui, je peins. Après, je post-traite certains fonds. Par exemple, les couvertures, je post-traite les fonds pour que les fonds sont post-traités numériquement pour qu'il y ait un rendu lisse, homogène, pour qu'on puisse poser du texte dessus et que ça fasse vraiment support de couverture ou support de certaines planches parce qu'il faut que ce soit bien lisse. Sinon, à l'intérieur, je peux vous montrer la peinture. Je peux vous montrer celle-là. Donc, là, en fait, je dessine à l'aquarelle. Ah oui. Voilà. D'accord, à l'aquarelle. C'est de l'aquarelle que L'aquarelle, c'est nouveau pour moi parce que j'ai toujours dessiné, mais je peignais aussi. Je faisais du fusain, je faisais du portrait au crayon, je faisais de la gouache, mais l'aquarelle, j'avais jamais testé. Et donc, je m'y suis mise pour les livres à l'aquarelle parce que j'avais envie. Et c'est vrai que l'aquarelle, on a tendance à penser que c'est très pastel, pas très fort en couleur. Et moi, je la sature, en fait. Je la sature. Disons que j'utilise des pigments déjà d'excellente qualité qui ont un très haut niveau de rendu en couleur, parce que j'aime bien les couleurs vives. Et ensuite, je la sature un peu pour qu'il y ait une bonne couverture. J'utilise quand même de l'aquarelle et pas de la gouache parce que je veux parfois pouvoir superposer des couches et garder le côté transparence de l'aquarelle. C'est la raison pour laquelle j'utilise
cette technique. Mais je la sature un peu pour avoir des couleurs vives parce que c'est ce que j'aime pour ça, en fait. Pour la littérature jeunesse, j'aime bien que ce soit vraiment très joyeux. Est-ce que tu fais justement comme certains créateurs de BD, c'est-à-dire qu'une page était une planche énorme dans laquelle chaque planche était reconstituée par bulles. Donc est-ce que c'est un format plus important qui après est rétréci, on va dire, pour tenir dans le livre? Alors oui, sauf les fonds. Les fonds, je suis obligée. Moi j'ai un scanner A3. Donc je ne peux pas scanner en plus grand que A3, donc je ne peux pas peindre une peinture 1 mètre sur 1 mètre par exemple et la scanner, parce qu'en fait déjà il y a de moins en moins, même aujourd'hui en France, de scanners comme ça qui scannent des peintures. Il faut aller chez des pros et puis ce serait un coût monumental. Donc si ma planche d'origine elle fait un A3, je vais pas forcément beaucoup la réduire pour qu'elle rentre sur le livre, parce que le livre en une double page, c'est 42 de longueur sur 21 de hauteur. Donc je vais pas avoir beaucoup de marge. Par contre, sur certains éléments que j'empile ensuite par couche de calque, oui, je les dessine en un peu plus gros et après je les rétrécis dans l'image, par exemple les seconds plans. Et je fais ça pour qu'il y ait quand même assez de finesse dans le trait. Ok. Voilà. Et après, tout est compilé numériquement et c'est parti chez les éditions C'est pas du S pour le rendu ou ça se passe comment? Moi je fournis une maquette. Je fournis une maquette où en fait dans la double page il y a toutes les illustrations, les petites bulles, donc ce que j'appelle les pastilles avec les missions pédagogiques, plus le texte. Donc il y a vraiment la maquette. Et la graphiste, elle vérifie, elle conseille par rapport à l'harmonie, par rapport à la police, par rapport à la visibilité, donc elle connaît bien les codes. Voilà. Alors maintenant, je commence à être un peu plus habituée. Au début, c'est vrai qu'au début, elle m'a beaucoup appris parce qu'en fait, je savais pas. Voilà, je savais pas les polices, les choses comme ça. Donc c'est un échange. En fait, c'est un échange. Mais quand je livre le fichier final, le livrable, la maquette, elle est complète. Ouais. Voilà. Ok. Cynthia? Oui, moi j'allais demander, est-ce que tu prends des modèles? Parce que de dessiner, chez certaines personnes, elles ont un talent pour le dessin. Est-ce que toi c'est ton cas ou pas du tout? Tu prends des modèles par exemple pour dessiner un avion, un renard, parce que je trouve ton renard il est très bien dessiné. Donc est-ce que tu l'as regardé sur un vrai renard et tu t'es inspiré, tu t'es dit je vais dessiner? Ou est-ce que tu as pris un modèle, quelque chose, et tu l'as calqué justement pour en ressortir un renard un peu plus personnalisé? Alors, si je faisais ça, calqué, je pense que je pourrais être poursuivie pour copie. Donc non. Non, je voulais dire calqué dans le sens où tu prends ce renard et tu le modifies un peu. Tu vas dire oh non, mais ça j'aime pas, ça je vais l'enlever, je vais faire comme ça. Et tu pars d'un modèle, on va dire. Alors, pour les personnes, alors les avions, oui, par exemple, quand je dessine un avion, je regarde bien les avions, les avions que je fais. Donc j'ai plein d'images moi dans ma banque personnelle, et après je les transforme parce que si vous regardez mes dessins, vous n'allez pas reconnaître si c'est un A350. Donc en fait, ils sont quand même, ils sont transformés. Mais à la base, oui, j'ai des modèles. Pareil pour les fleurs. Les fleurs, dans Cap sur le Trésor, il y a beaucoup de fleurs. Donc je peux regarder dans la nature des fleurs, etc. Et sinon le renard, je suis vraiment partie, alors ça va vous faire rire, mais des mimiques de ma fille, parce qu'elle était vraiment toute jeune à l'époque. Donc les positions, généralement, c'est inspiré. Maintenant, il y a mes nièces aussi qui m'inspirent. Les positions un peu enfantines, les positions un peu rigolotes, etc. Là, j'avoue que ce sont les enfants de mon entourage qui m'inspirent, parce qu'en fait, mes renards, ce sont des renards qui sont debout. Donc, si on cache la tête, on pourrait presque se dire que c'est des enfants. Et la tête, oui, je me suis inspirée de photos de renardeaux. Des vrais renards, en fait, mais des renardeaux, des bébés. Il y a C'est pas du S qui a donné justement, ils ont fait du teasing, on peut le dire. Il a dit le problème, c'est d'avoir un renard qui tient en place. Donc, voilà, il faut figer le renard pour pouvoir le capturer. Donc, ok. C'est sûr. Ok, ça marche.
Et j'ai encore une autre question par rapport aux aventures. Est-ce que, comme tu disais que tu faisais des dédicaces, est-ce que les enfants viennent te demander des dédicaces ou ils te disent moi j'aimerais que tu parles de ça, ou est-ce que tu penses que Renard il va lui arriver, à Air Fox il va lui arriver telle chose ou telle chose? Est-ce qu'il y a des enfants qui poursuivent l'aventure avec toi en te rencontrant? Alors, c'est vrai qu'après, je reçois pas mal de messages sur les réseaux sociaux de parents suite à leur lecture, etc. Et c'est vraiment très mignon parce que les enfants, ils me donnent des idées, en fait. Donc, je rencontre des enfants en festival, en salon du livre, en dédicace ou en meeting aérien. On fait des meetings aériens ensemble avec CEPADES. On rencontre pas mal d'enfants. Et donc, après, c'est vrai que déjà, ils ont envie. Ils reviennent au meeting aérien prochain, etc., pour voir si j'ai un nouveau livre. Ils aiment bien suivre les petites aventures et ils me glissent. Alors, il y en a qui me demandent, est-ce que Fox Futé, elle travaille avec toi chez Airbus? Bah oui. Mais j'aimerais tellement. Donc, moi, je me dis, si elle me dit ça, si l'enfant me dit ça, je me dis, c'est gagné, hein, j'ai fait mon job, là, je suis super contente. Ça veut dire qu'il se projette un petit peu dans... Voilà, c'est un mélange. Ce sont des allers-retours éternels entre l'imaginaire et le réel. C'est ce que j'aime. Alors c'est vrai que c'est un peu osé des fois parce qu'on peut se dire c'est un peu n'importe quoi, un renard qui pilote un avion. C'est vrai que c'est pas réel, mais en même temps, un enfant, il a besoin d'imaginaire. Enfin, moi aussi, j'ai besoin d'imaginaire. J'ai besoin de rêver. J'ai besoin de rêver pour avancer, j'ai besoin d'imaginer que tout est possible, j'ai besoin de ne pas me mettre de barrières. Donc oui, il y a un côté très irréel, très imaginaire. Par contre, là où je suis intransigeante, c'est sur la réalité scientifique. Ouais. Par exemple, j'ai sorti un Space Fox, donc Retour sur la Lune, et vous ne verrez pas d'étoiles sur la couverture. Donc ça, peut-être que c'est pas le meilleur choix graphique au monde, parce que ça aurait été très joli des étoiles argentées sur la couverture, mais en fait c'est une réalité scientifique. Quand on est sur la Lune, la réverbération sur le régolithe, donc le régolithe c'est la poussière au sol, elle est telle qu'en fait on ne voit pas les étoiles. Il y en a, mais on ne les voit pas. Donc il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, c'est pas ça qui cache, mais la réverbération du régolithe, elle est si puissante qu'on ne voit pas d'étoiles sur la Lune. Donc moi, j'ai pas voulu mettre d'étoiles. Voilà, ça par contre, je suis intransigeante. Je vais pas faire trop de... Je vais pas spoiler, mais le prochain Space Fox qui va sortir en novembre, on va aller un peu en dehors de la Terre, un peu en dehors de la Lune, on va aller un peu plus loin. Bah, vous verrez pas de petits hommes verts, voilà. Vous verrez pas de X-Files. Non. Voilà, ça reste... Je viens de détruire un mythe. Mais ça reste une réalité scientifique. Ce que j'aime bien, c'est retracer quelque chose qui est en rapport, qui est même un petit peu en avance sur l'exploration spatiale ou des choses comme ça. Donc je traite des thèmes, par exemple, Retour sur la Lune, Artemis. D'ailleurs, une des personnages principales s'appelle Artemis. C'est une petite renarde noire. Bon, il faut savoir que la mission Artemis de la NASA, qui a déjà commencé, va envoyer là, au printemps prochain, 4 astronautes en orbite autour de la Lune, donc ils ne vont pas se poser cette fois-ci. Hein. Ils vont faire le tour d'abord et revenir. Et donc la NASA, alors je n'ai pas vérifié la composition des équipages là, pour cette mission-là, mais en tout cas la NASA... Notre ami Thomas dedans, non? Il me semble. Je ne sais pas, je sais pas si ça a été communiqué, je sais pas du tout. En tout cas, la NASA s'était engagée de faire partir sur la Lune une personne de couleur et une femme. Voilà, donc c'est des réalités comme ça, c'est pour ça qu'il y a la petite renarde Artemis, c'est une petite renarde black. C'est des petits clins d'œil comme ça à l'actualité spatiale, et j'explique vraiment dans Retour sur la Lune pourquoi on retourne sur la Lune, qu'est-ce qu'on va y faire, on va pas juste planter un drapeau et être content. C'est quoi les enjeux en fait? Qu'est-ce qu'on va chercher? Et quand on va trouver ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est quoi le plan? Voilà. Donc c'est toujours en lien avec donc c'est vraiment un aller-retour
Et j'ai ces deux côtés qui me tiennent à cœur. C'est vraiment l'imaginaire, l'irréel, le rêve, et un côté très scientifique, des concepts scientifiques rigoureux. Et la démarche scientifique, la démarche de curiosité, la démarche de se poser des questions, la démarche de poser une hypothèse, lancer une expérience pour vérifier une hypothèse, conclure, etc. Donc c'est vraiment les prémices de la démarche d'investigation scientifique. Donc j'ai les deux côtés, je me balade entre tout ça. Des fois j'ai la tête qui explose, mais à part ça, ça va. Ça va bien. Honnêtement, je pense que tes livres, honnêtement, je pense que tes livres, ils peuvent être même lus par des adultes, très honnêtement, parce qu'il y a des vérités scientifiques, en effet, il y a une réflexion, je pense que certains adultes même n'ont pas, donc honnêtement, je pense qu'il peut toucher beaucoup de personnes dans le livre. Les parents aiment bien le lire avec les enfants, parce qu'ils apprennent des choses, oui. Ils apprennent des choses. Oh, mais oui. Ah mais oui, mais maintenant j'ai compris. Ouais. Donc c'est chouette, parce que ça fait une discussion en famille, ça peut faire une discussion à l'école aussi, avec la maîtresse ou le maître. Les enfants peuvent l'emmener en classe et puis faire des projets à partir des bouquins et développer et lancer des petites expériences en classe. Voilà, c'est ça que j'aime bien moi aussi. Hein. Parce qu'après les renards, ils vivent leur vie un peu. Il y a Nico qui dit on retourne sur la Lune pour vérifier si on y a bien été déjà en 1969. Voilà, et voir que la Terre est ronde aussi. Comme ça. Hein. Et pour retrouver la Jeep de Tintin. Exactement. La fameuse. Bien, il est déjà 21h55, ça passe très vite. Hyper vite. Je vous propose de tourner la dernière page de l'émission, c'est-à-dire la remise de gaz foire aux questions. Posez vos questions, on en a quelques-unes là de côté, on va revenir avec Marie-Laure dans cette dernière partie. Donc allez-y, c'est maintenant qu'il faut poser vos questions pour être sélectionné entre guillemets. Et aborder justement cette dernière partie de l'émission. Cynthia aussi a trouvé le stroganoff fabuleux. Mais nous n'avons jamais dîné ensemble. Merci. Tiens donc, où j'ai bouffé alors? Et qui c'est cette Cynthia? Voilà, oh, c'est on pour s'en Cynthia, fout. ça. Qu'est-ce qui a marqué? Ouais, c'est un petit point de chaîne qui a été déclenché. Ça m'a fait bizarre, j'ai entendu un truc, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Allez, on tourne la dernière page de l'émission, la foire aux questions remix de gaz, on se retrouve tout de suite. La zone héros, remettez les gaz. Dernière question, programme à venir, vite. Ce sont les 5 dernières minutes de l'émission. Allez, les 5 dernières minutes de l'émission avec vos questions, il y en a certaines qui arrivent, donc n'hésitez pas, continuez, on les met de côté et on les aborde tous ensemble dans un instant, on va parler du programme aussi. Et donc, on a parlé des éditions C'est pas Duez, est-ce qu'on peut commander les livres en ligne ? Oui, vous pouvez commander les livres en ligne sur le site des éditions C'est pas Duez, aucun problème. Bon, déjà voilà, ça répond à une première question. Deuxième question. La dédicace avec. C'est pas encore dans le process. Alors, le lien a été épinglé. Une idée un petit peu fofolle pour le prochain Space Fox. Faudrait pouvoir en donner un à Sophie Adno si elle monte et qu'elle redescend en disant il a vraiment été dans l'espace. Ça, ce serait mon rêve. Ce serait mon rêve. Ah ouais. Ça peut être pas mal. Ça, c'est vrai que ce serait génial. Et Nico, il pose une question, il m'a piqué ma question. C'est pas grave, c'est Nico qui la posera. Elle est de ma promo, nous dit C'est pas Duez. Oui. Ah ouais, incroyable. Oui, le directeur général des éditions C'est pas Duez, Nicolas Marson, qui est mon interlocuteur privilégié, avec qui on travaille vraiment super bien ensemble. Il est de la promo de Sophie Adeno parce qu'en fait, il a fait Isae Super Héros et il est président des alumni Isae Super Héros, Nicolas Marson. Et ben voilà, on salue Nicolas qui est avec nous. Donc il y a peut-être une idée à creuser là derrière. Hein. Il y a peut-être quelque chose à faire. Et d'ailleurs, est-ce que dans le chat, ils ont des idées, des sujets, s'ils devaient proposer des sujets, est-ce qu'ils ont des sujets auxquels ils aimeraient qu'on développe, que surtout Marie-Laure, développe, qu'elle fasse des nouvelles... C'est elle qui fait histoires. Le boulot, j'aime bien, on développe. Non mais oui. Oui, pardon, qu'on développe, excusez-moi. Des nouvelles aventures pour Air Fox ou Space Fox. Ah oui. Est-ce que vous en avez dans le chat? Dites-le nous, allez.
postez quelques trucs si vous avez des idées. Alors, pas des trucs salaces, s'il vous plaît. Hein. On me rappelle, c'est pour les enfants. Hein, j'en ai plein, nous dit Nico. Donc, allez-y, posez-les, puis on les aborde. On fait la petite salle de 4 questions là, qui sont sélectionnées. Et puis on regarde vos propositions. Allez-y dans le chat, vous avez quelques minutes. La première question, c'est Nico qui la pose. Dans ton parcours dans l'aéronautique, est-ce que tu as déjà ressenti des difficultés ou des attitudes un peu différentes juste parce que tu étais une femme dans le milieu? Alors, je n'y ai pas prêté attention. Je n'ai pas souffert d'avoir été une femme. Je trouvais que c'était même un chouette défi d'être une seule. Dans ma promo, on était 3 filles dans ma promo de dernière année, et je trouvais que c'était un chouette défi. Mais j'ai jamais souffert de brimades ou de choses comme ça. Non. Après, bon, c'est mon caractère. Je pense que s'il y a eu, j'ai pas fait attention et je fonçais en fait. Mais non, j'ai pas souffert. D'accord. J'ai pas souffert de ça. Ok. Donc ça, c'était la première question. Deuxième question de Nico. À quand le Fox dans un F-14 Tomcat ou un Corsair? Donc lui, il veut la guerre, Nico. Hein. C'est la guerre. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas ce sera pas le sujet du prochain Air Fox. Par contre, l'environnement des bases aériennes et le côté militaire pour le côté pilote de chasse ou ce genre de choses, j'y réfléchis. Je commence à nouer des contacts, etc. Pour l'instant, j'ai pas de scénario, mais disons que c'est quand même un peu quelque part dans ma tête. Bah, c'est pas prévu pour l'instant, mais c'est quelque part dans ma tête. Ok. Très bien. Autre question donc de Philémon qui dit: en parlant de physique, je ne peux pas résister à te demander dans ton métier, est-ce que tu utilises l'IA pour analyser des datas issues des capteurs? Python, est-ce que c'est tous les jours ou pas, etc. Donc l'IA dans ton métier. Alors déjà Python, ça fait bien longtemps que j'ai pas touché Python parce que à partir de donc moi j'ai vraiment commencé dans la simulation numérique, donc l'informatique, pas mal. Mais par contre maintenant je fais beaucoup de management de dossiers, donc c'est plus moi qui calcule au quotidien. Et l'IA, en fait, commence à être implémentée pour trier des données, des choses comme ça. Ça remplace vraiment pas pour l'instant notre travail d'ingénieur. Mais moi, personnellement, je ne l'ai pas encore utilisé. Ok. Moi, j'ai fait, pour moi, c'est personnel. J'aime bien me creuser la tête et j'aime bien trier mes données, mais peut-être qu'un jour, j'aurai pas le choix. Ouais. Voilà. Ok. Très bien. Et puis, donc, cette dernière question de Nico, il est productif depuis le Nord. Est-ce que Air Fox va voyager dans le temps et revivre l'histoire de l'aviation? Ah là 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 là. Il envoie de l'idée là, Nico. Il est à fond dans le projet. Ah ouais, Nico, il est à fond là. Il a mis un virus dans mes fichiers. Alors, histoire, oui. Peut-être pas toute l'histoire de l'aviation, mais là, j'ai un scénario qui m'est tombé dessus comme par magie au mois de juillet. Un truc qui me botte vraiment. Donc, je pensais pas revenir dans le passé, mais c'est possible qu'on y aille. Alors, ce sera, je dirais, un mix entre le futur et le passé, voilà. Mais il va y avoir quelque chose. Donc, prochain Air Fox que je compte commencer à travailler maintenant et que je prévois pour la rentrée des classes prochaine. Hein. Donc, pas tout de suite. Et ben donc déjà, on se prend rendez-vous pour le mois de septembre prochain. Exactement. Comme ça, je c'est pense fait. que ça va être pour plusieurs mois de septembre pour les prochaines années, parce que je pense que là, il y a plusieurs teasers là. Ouais, et Nico dit c'est plus Air Fox, c'est Grand-Papa Fox du coup. Ouais. En attendant, il y a le prochain Space Fox qui sort en novembre, et là, ça va être un petit tour du monde. Un petit tour du monde pour percer un grand mystère de l'univers, et c'est une aventure qui va être lancée par un vrai habitant d'une autre planète. Et j'ai pas dit que c'était un petit bonhomme vert, mais un vrai habitant, quelqu'un ou quelque chose qui évolue sur une autre planète, qui va lancer mes renards dans une mission folle à travers la planète
pour résoudre un des grands mystères de l'univers. Voilà, ça c'est le prochain, c'est Space Fox. Ah, c'est un petit teaser là. Hein. On arrive à avoir des infos quand même, hein, mine de rien. C'est ça, le suspense est intenable. Ah ouais, là, 1 heure d'émission et ça y est, c'est parti. Hein. On te fait encore une demi-heure, on sait tout. Hein. On peut rester plus, hein. C'est dangereux. Alors, juste avant de regarder un petit peu les différentes propositions, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a différentes propositions qui ont été faites sur les futures histoires. On va regarder rapidement le programme de la zone, comme ça c'est fait, et on finira justement par les petites propositions qui sont faites. Regardez tout de suite, c'est la semaine prochaine. Alors, c'est pas ce vendredi-là, c'est vendredi prochain. Si vous avez entendu parler, évidemment, de la sécurité civile, puisque ça a été un peu au cœur du sujet avec les incendies qui ont eu lieu cet été, il y a eu une activité assez intense, il y a eu beaucoup d'endroits qui ont brûlé en France. Eh bien, on reviendra, nous aurons le plaisir d'accueillir en studio Delphine Greil-Dumas, c'est la chef nationale des moyens aériens de la sécurité civile. Elle viendra parler des avions, évidemment, des hélicoptères, parce qu'on n'oublie pas aussi les dragons qui interviennent en montagne, sur les bases d'outre-mer également. Elle viendra nous parler aussi des hommes qui sont derrière les avions et qui font en sorte que tout le système fonctionne. On discutera avec elle, c'est le 26 septembre prochain à 19h30. Et dans mon oreillette, on me dit que Nico et Mathieu seront présents. Donc on sera 3 pour pouvoir discuter avec Delphine Greil-Dumas, chef des moyens aériens de la sécurité civile, le 26 septembre prochain à 19h30 en direct dans la zone aéro avec vos questions bien évidemment. Et je le rappelle encore une fois, n'oubliez pas le sujet qu'on vous propose, on va dire d'ici la fin du mois, vous avez 3-4 semaines maximum pour vous inscrire. C'est ceci, c'est la Ground School de la zone aéro. Inscrivez-vous les amis, vous allez avoir le lien dans le chat et je pense qu'on mettra le lien également sur le replay de la vidéo. Alors il faudra s'inscrire avant novembre, on va dire avant la fin octobre. L'idée c'est quoi? C'est de vous proposer une salle de cours pour vous permettre de participer avec nous, les instructeurs de la zone aéro, à une formation virtuelle au brevet de pilote privé avion. On vous apprend toute la théorie. Tous les modules, on les aborde comme si vous étiez dans une salle de cours, dans un aéroclub ou dans une école de pilotage. On en discute, on échange, vous apprenez, on vous dispense tout un tas de choses. Et puis en fin de saison, on se fait un petit test pour voir où est-ce qu'on en est. Et puis, est-ce que vous seriez à même de pouvoir intégrer une école de pilotage et puis de vous appuyer là-dessus pour passer votre PPL? Pourquoi pas? Sait-on jamais? Donc si le projet il vous intéresse, il est gratuit, il suffit juste de s'inscrire sur ce petit formulaire. Allez-y vite parce qu'on ne démarrera que s'il y a au minimum une dizaine de personnes qui sont là. Et comme ça au moins, plus on est de fous, plus on rit, plus on avance. Et collectivement, c'est beaucoup plus intéressant. Voilà, et d'ailleurs même si vous êtes pilote, vous pouvez aussi vous inscrire pour venir rafraîchir vos connaissances. Hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. N'hésitez pas. Exactement. Voilà pour le programme. De rafraîchir ses connaissances. Eh oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien, on va regarder les petites propositions qui ont été faites. Hein. Ah bah oui, normal. Marie-Laure est impatiente. Oui. Alors tu pourras prendre des notes, mais en plus ça sera dans le replay aussi, hein, parce que ça apparaîtra en bas. Alors, Nico déjà lui a fait 2 propositions. Il y a Newity qui en a fait 2 aussi. Il y a Garros, je crois, et puis Lolo Radar. Donc, première proposition, bon, il a un peu spoilé tout à l'heure, c'est Fox en F-14 Tomcat. Voilà. On reconnaît le fan de Top Gun. Nico, il est au taquet là-dessus. Je suis fan aussi. Hein. Voilà. Donc, il faudra lui faire la petite moustache qui va bien, comme Goose. Et ça non, parce que ce sera une fille, donc elle n'aura pas de moustache. Ah bah oui. Donc, ça va pas possible. Ah oui, non, là, ça marche pas. Ensuite, Air Fox dans un PA-28. Donc, Air Fox qui apprend à piloter. Alors, c'est pas un PA-28, mais dans Cap sur le Trésor, l'enfant, je lui apprends les bases du... Donc c'est un DR400, hein, c'est pas un PA-28. Okay. Mais je lui apprends les bases du pilotage, mais on a un petit cockpit quand même.
Voilà. Ah oui. Ah ben on reconnaît bien Magnifique. le cockpit du DR400. hein. Voilà. Donc c'est un petit support ça pour les enfants qui veulent découvrir le pilotage, se rendre compte que c'est assez accessible à tout le monde et avant de faire un petit baptême de l'air. Ah oui, C'est, ça peut être intéressant de leur montrer. Ouais, ça peut être intéressant d'avoir un petit baptême de l'air. D'accord. Voilà. Donc c'est pas un Guy- PA28 mais. Garros, et ça se trouve, il a peut-être trouvé juste Space Fox et la conquête de Mars. Ah là 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 là. Alors. Elle est en train de dire, ils sont en train de me pourrir. Mais... Non, non, non. Non, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Alors, il y a de l'idée. Ah, Il y a de l'idée. ok. Elle voudra plus revenir après. Si, j'aime bien, je suis joueuse. Nico, il nous dit Fox en corsaire avec Papy Boyington. Des fois, c'est même pas la peine qu'ils le disent, Nico. On peut trouver les questions. C'est ouais. New Itive qui dit Air Fox qui passe son PPL avec Cynthia. Ah, ils Alors, sont dans Cap créatifs. sur le trésor, c'est un baby PPL. Voilà. Mais il n'y a pas Cynthia. Et il n'y a pas Cynthia. Bon, voilà. Ouais, c'est vrai que ça. Mais non, il y a Mademoiselle Air Fox, donc ça suffit. Voilà. Mais il y a les baby PPL, on va dire. Bon. Et la dernière proposition, TPL après. c'est Lolo Radar. Et je pense que tu parlais tout à l'heure d'un scénario avec des pilotes de chasse. Il dit pourquoi pas faire Tanguy et Air Fox. Il y a de l'idée, hein. Ils ont de Il y a de l'idée. l'idée, Ah ouais, c'est là, bien. Je vois que c'est quand même plus Air Fox que Space Fox dans les idées. C'est normal. Je pense que c'est naturel. Mais il y a de l'idée. Il y a de l'idée. Bon, bah Merci écoute, beaucoup pour vos propositions. Hein. si ça peut faire germer une petite graine quelque part, pourquoi pas. Hein. Oui. Alors si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux pour voir parce que je vais bientôt lâcher quelques infos sur le prochain travail. Des fois, je balance comme ça des petits indices. Donc, Ok. Donc, en verrez. fait, les réseaux sociaux, à la limite, on pourra les mettre en commentaire, pourquoi pas. oui, si vous voulez. Au Oui. niveau du replay, oui, n'hésite pas, hein, si tu vois, hop, tu peux les ajouter, il n'y a aucun problème. Et il y a Nico aussi qui dit Air Fox fait une maquette. Bravo. Ah. Là, c'est bon, on a fait le tour de Nico, c'est bon. Ah ouais, là c'est ce que j'allais dire. Franchement, on a fait le tour des passions de Nico. Il y aura sûrement un Air Fox ou un Space Fox à ce sujet-là parce que là... Ah, mais il y a de l'idée parce que faire des maquettes, faire des choses comme ça, il y a de l'idée. Ouais. Il y a de l'idée. Ça prend du temps tout ça. Oui, c'est sûr. Après, voilà, il faut avoir le temps. Il y a Là, de tu en l'idée. as pour 10 ans d'idées, là. Là, je Mais crois oui, que tant tu en mieux, as c'est pour 10 ans. Et ben voilà. Ok, et ben écoute, on arrive au terme de cette chouette émission, c'était super cool. Merci beaucoup Marie-Laure de l'avoir partagé avec nous, ça nous a fait très Merci à plaisir. vous. Merci à tout le monde. Vous avez été très présents, c'était très interactif, c'est super. Bah écoute, c'est toujours l'idée. C'est chouette. Grand merci à vous pour cette émission et bravo Marie-Laure, nous dit c'est pas du aise, donc merci à vous aussi. Merci d'être venu Nicolas, chouette. Voilà. N'hésitez pas. Les deux Nicolas. Oui, n'hésitez pas les amis à remercier notre invité en applaudissant évidemment, en mettant tous les points de chaîne. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et la remercier aussi en direct, hein, si vous voulez, si vous n'avez pas point de chaîne, hein, ça marche aussi. Donc bravo, voilà, je ne sais pas si on l'entend. Merci beaucoup, c'était génial, très sympa. Voilà, et puis voilà, on a un follow de C'est pas du aise. Merci beaucoup les amis de rejoindre la zone aéro. Vous allez recevoir tout plein de notifications quand on fera des lives. Merci pour cette excellente émission. Merci Marie-Laure. Ouais. Ils sont tous contents. C'est parfait. Merci à tout le monde. Donc, Ground School, on en a parlé. Je vous rappelle que cette émission sera en replay pour les abonnés Twitch. Là, dans quelques minutes, dès que le live sera fini, vous aurez accès au replay immédiatement. Sinon, c'est dans 14 jours sur la chaîne YouTube. Vous pouvez nous rejoindre pour retrouver tous les replays de l'histoire de la zone aéro. Ils sont en ligne, hein, donc n'hésitez pas à aller voir toutes ces émissions et les relayer, les commenter, les liker, etc.
Vous avez les réseaux sociaux, merci Julot de les afficher avec tous les programmes. On est en train d'ailleurs de réfléchir, on a parlé cet après-midi, pour modifier un petit peu la présentation avec les bandes annonces, les visuels. Voilà, on va affiner encore tout ça, donc restez connectés puisque vous verrez, il y aura quelques petits changements à venir très bientôt. Les podcasts, puisque toutes les émissions de la Zone Aéro sont sur toutes les plateformes de podcast. Vous voulez écouter un sujet, entendre un invité, vous pouvez le télécharger, écouter ça dans vos voitures sans problème. La petite boutique, pour tout ce qui est goodies, des stylos, on m'en a demandé encore des stickers il n'y a pas très longtemps, vous avez tout sur la boutique. Allez y faire un tour, vous trouverez les polos, il y a tout. Voilà, les petits mugs, allez y faire un tour. Enfin, on veut des photos de vous avec le mug en train de regarder la zone. Vous nous faites des photos, vous nous les envoyez sur le Discord. C'est une très bonne idée, parce que justement, j'allais parler du Discord. Donc le Discord, c'est le serveur privé, entre guillemets, de la zone, dans lequel on échange tous, on est connecté, on discute, il y a de la messagerie, il y a des salons audio. Venez nous rejoindre et on échange beaucoup autour de l'émission et de tout ce qui concerne l'aéronautique. Par exemple, dans le Discord, je le dis, je fais un petit teasing, il y a une vidéo dont on a parlé et qu'on n'a pas diffusée vendredi avec François Levotte, où il nous expliquait qu'il travaillait ses circuits avec la réalité virtuelle et il nous a fait une vidéo où on compare la réalité virtuelle avec le vrai circuit, c'est assez bluffant. Et la vidéo, on l'a mise dans le Discord, donc vous avez des petites exclus comme ça à l'intérieur. Voilà, et puis évidemment la page Patreon, si vous voulez nous soutenir et faire des visios privées avec nous, avec nos invités, n'hésitez pas à rejoindre les patrons, voilà, on va dire ça, de la Zone Aéro. Ça se passe aussi sur le site lazoneaero.fr, vous avez tous les liens, il y a tout ce qu'il faut, www.lazoneaero.fr. Merci mesdames pour votre participation. Merci. Surtout merci Marie-Laure, vraiment merci beaucoup, c'était hyper intéressant et t'es vraiment un modèle pour les petites filles justement. Merci beaucoup Cynthia. Merci Sébastien. Avec grand plaisir. Merci Cynthia. Merci à vous et puis on se retrouve les amis dans un instant, juste après le générique, on débriefe un petit peu, si ça vous va, quelques minutes. On lance le générique, restez avec nous le temps du générique. Bienvenue à Choucax qui arrive juste au moment où on va lancer le générique de fin. Alors c'est un petit peu tard mais si tu t'abonnes sur Twitch, tu auras le replay tout de suite. Voilà, dans un instant, on va faire un raid sur une chaîne. Tous les spectateurs qui sont là, restez bien avec nous pendant le générique, surtout que c'est un nouveau générique en plus. On bascule sur une nouvelle chaîne et puis vous envoyez les icônes, les petites émotes là que Julot a posté dans le chat, vous faites un copier-coller et vous envoyez plein d'émotes de la Zone Aéro sur la chaîne chez qui on arrive. Comme ça, ils verront qu'on arrive en masse. Merci à vous, fly safe, bonne soirée et à la semaine prochaine, vendredi soir, pour parler sécurité civile. Merci Marie-Laure encore, à très bientôt. Salut à tous. Ciao, bye bye les amis. La Zone Aéro, l'émission. La Zone Aéro ferme les portes du hangar. Merci de votre fidélité et de votre soutien. Et restez avec nous le temps du raid en envoyant les emotes en arrivant. On compte sur vous. Fly safe. La Zone Aéro, l'émission. La Zone Aéro, l'émission.